C'était il y a 4 ans, Tracy Goldin et son mari venaient d'acheter la maison de leur rêve à Dublin. Je ne sais pas à quoi ça tenait, je l'ai tout de suite adoré. Grâce aux maisons témoins et aux environs, c'était joliment conçu. Il y avait l'air de jeu au bas de la rue pour les enfants. Ça allait devenir un bel endroit pour vivre. On allait avoir des centres commerciaux, une bibliothèque, des bars, des restaurants, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Mais j'aime toujours beaucoup ma maison, je l'aime encore à la folie, mais je crois que je vais devoir la quitter, malheureusement. Quitter sa maison, contraint et forcé, une réalité pour des Irlandais chaque fois plus nombreux. Les Goldin ont acheté la leur en 2006, lorsque le tigre celtique était encore au mieux de sa forme. Ils l'avaient payé 460 000 €. Aujourd'hui, elle n'en vaut plus que 280 000. On n'a rien vu venir. Quand on a acheté la maison, la banque nous proposait même de nous prêter plus que ce que l'on demandait. Et il y avait des campagnes à la radio de gens du gouvernement qui disaient qu'il était encore temps d'acheter. Allez-y, achetez votre maison. Et même quand le doute a commencé à s'immiscer, le gouvernement disait non, non, investissez dans la propriété. Il n'y a pas de problème avec le marché, pas de problème avec les banques. Alors on avait confiance et ça marchait. J'avais un bon salaire, Tracy travaillait, son salaire servait à payer le prêt et les factures et nous avions encore de quoi vivre. Mais au fil du temps, c'est devenu plus serré, j'ai perdu mon travail. Et là, l'étau s'est vraiment resserré, pas vrai? Michael et Tracy ont acheté leur maison dans un quartier flambant neuf au nord de Dublin, Belmain Park. Mais quand le boom a tourné court, les promoteurs et les banques sont restés à sec. Les commerces et les services promis n'ont jamais vu le jour et un tiers des logements sont restés vides. Michael est électricien. Il a perdu son travail il y a 2 ans au plus fort de la crise. Aujourd'hui, il ne perçoit plus que 54 € d'aide par semaine. Sa femme, comptable, a dû accepter une baisse de salaire. Les mensualités du crédit sont de 1 600 € et ils ont 2 enfants. Je ne sais pas, nous sommes heureux là où nous vivons, mais l'insolvabilité nous menace. Si on décidait de partir, on n'arriverait certainement pas à vendre la maison à cause de l'état dans lequel le lotissement a été laissé. Il n'est pas terminé. Mais ce qui est terminé est charmant. Pendant l'été, il y a l'air de jeu pour les enfants, ils adorent vivre ici. Mais je suppose que si l'on voulait vendre, ce serait très difficile vu l'état du lotissement. Ces endroits ont désormais un nom en Irlande, les résidences fantômes. On estime à 300 000 le nombre d'appartements ou de maisons inoccupées, le sombre héritage d'une époque où le gouvernement, les banques et les promoteurs ambitionnaient de changer le visage de ce petit pays de 4,5 millions d'habitants. Une transformation à outrance dont les Irlandais doivent aujourd'hui payer le prix. À Charlestown, une autre résidence fantôme près de l'aéroport de Dublin, des appartements sont restés en chantier. Ken O'Connor, maçon au chômage, a travaillé ici en 2007 et 2008. Ces grues sont restées là ces 2 dernières années, elles n'ont pas bougé. Et il ne se passe rien. Pour lui, le plan de sauvetage de 80 milliards € de l'Union européenne et du FMI pour sauver les banques irlandaises est un nouveau sacrifice imposé à ceux qui sont déjà fragilisés par le chômage. C'est irréaliste, absolument irréaliste. Tout ce qu'ils font actuellement, c'est emprunter toujours plus d'argent pour rembourser de l'argent déjà emprunté. Je ne suis pas économiste, mais je sais additionner 2 et 2, ce qui semble être plus que ce dont notre ministre des Finances est capable. Depuis le début de cette crise, aucune de ces statistiques n'a été bonne. Il n'a pas donné un seul chiffre juste. Il nous a dit que ce serait le plan de sauvetage bancaire le moins cher de l'histoire. C'est maintenant le plus cher et ça a presque brisé le projet européen. La crainte d'un effondrement de l'euro, c'est précisément ce qui a conduit à ce plan d'aide, avec un taux d'intérêt à 6% et un budget d'austérité sans précédent, cumulant baisse des dépenses publiques et hausse des taxes. Beaucoup appellent cela du suicide économique et prédisent que le tigre celtique restera à genoux pendant des années encore. Mais d'après l'économiste Brian Lucey, il n'y avait guère d'autre alternative.
Il y a un double problème, celui des banques et celui du gouvernement. Il y a le problème fiscal du gouvernement. Nous dépensons approximativement 50 milliards d'euros et collectons 31 milliards de recettes fiscales. C'est insoutenable. L'autre problème est évidemment celui des banques. Nous vivons l'effondrement bancaire le pire au monde et les pertes des banques ont été nationalisées par le gouvernement en 2008. Or, ces deux choses rendent la situation insoutenable pour l'État. L'une des deux aurait été supportable. Mais les deux ensemble, c'est tout simplement ingérable. Tandis que le gouvernement reprenait de nombreux prêts toxiques sur des projets immobiliers, un promoteur a décidé de finir ce qu'il avait commencé. Johnny Owen a bâti un lotissement de 45 maisons à Mullingar, à 1 heure de route de Dublin. Il l'a terminé en mai 2008, juste avant que la bulle immobilière n'éclate. Bien qu'il n'ait vendu que 4 maisons à l'époque, il ne s'est pas fait secourir par les banques. Depuis janvier, il en a vendu 16 de plus, mais à la moitié du prix de départ. Sa dette personnelle se chiffre en millions. Tout le monde semble désormais travailler à perte et je crains que d'autres entreprises aillent droit dans le mur dans les 6 ou 8 prochains mois, y compris moi-même. Des entreprises qui mettent la clé sous la porte, un chômage à 14%. Pour Johnny comme pour de nombreux autres Irlandais, il y a une injustice à voir toute une génération sacrifiée sans que personne ne soit tenu responsable. Pourquoi est-ce que les banquiers qui ont créé cette situation ne sont pas en prison aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que les régulateurs ne sont pas en prison? Ils nous ont détruits. Ils ont pris notre gagne-pain, le gagne-pain de tous les gens qui travaillaient pour nous, et ils ont enterré les générations futures, probablement 3 ou 4 générations, sous une montagne de dettes. Ces gens vont devoir travailler très dur, pendant très très longtemps, et pour très peu d'argent. Travailler dur pour presque rien, ne plus être capable de payer son crédit et payer pour les banques, cette génération sacrifiée a du mal à y consentir. Et ils sont nombreux à envisager de tout quitter. Nous allons assister à un séminaire dans 2 semaines sur l'émigration en Australie, parce qu'apparemment, là-bas, il y a encore du travail pour les électriciens. Ça me fera mal de partir, et encore plus à Tracy. Tracy ne veut pas partir, j'irai seulement pour pouvoir recommencer à gagner de l'argent et faire vivre ma famille. C'est terrible. C'est dur pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins, de ne pas avoir d'opportunité du tout pour faire vivre sa famille. Et si c'est nécessaire, j'émigrerai. Je n'hésiterai pas à rendre les clés à la banque et à leur dire de vendre la maison. D'ici la fin décembre, on estime qu'un propriétaire irlandais sur 7 ne parviendra plus à payer son crédit et que 100 000 d'entre eux émigreront l'année prochaine. Difficile dès lors de dire quel sera le futur paysage économique de l'Irlande.